Yasmine, tarif sur l'acier et l'aluminium, mais il y a comme un débat qui a émergé hier. M. Carney qui est resté calme, a dit il n'y a pas de nouveau contre-tarif. Il y a des voix, notamment celle de Doug Ford, qui sont parties dans une autre direction en disant il faut rien laisser passer, on s'est habitué à répondre coup pour coup. Avec le résultat qu'on connaît. Les réponses, la stratégie de répondre coup sur coup, dollar pour dollar, puis les contre-tarifs n'ont pas fait en sorte que Donald Trump aujourd'hui craigne nos contre-tarifs. Là, il va falloir le dire puis le reconnaître. Ça ne fait plaisir qu'à notre ego de dire on est capable nous aussi de répliquer. Mais à part notre ego, là, ça fait pas grand-chose dans la stratégie de Donald Trump d'imposer des tarifs. Maintenant que ça s'est dit, c'est sûr que la réaction de ces tarifs-là, en fait, le fait de doubler les tarifs sur l'acier et l'aluminium, notre réaction détonne un peu avec ce qu'on est habitué de faire. Habituellement, on réagit, on essaie de trouver quelles sont les mesures qui pourraient faire mal. Puis on est passé là de répondre dollar pour dollar à on va attendre voir si on va répondre ou pas. Ça laisse sous-entendre, Mario, qu'il y a des discussions en coulisses, des discussions avec l'administration américaine. Je pense pas que ce soit un accord commercial, il n'y a pas de négociations qui sont lancées, il n'y a peut-être pas de table de négociation, mais est-ce que c'est ce qu'on appelle un framework, là, tu sais, un cadre de négociation, un peu comme ce qu'ils ont négocié avec la Grande-Bretagne, euh, des éléments pour lancer les négociations officielles, mais qui seraient assortis de conditions, notamment de tarification, de tarifs commerciaux intérimaires, là, tu sais, le temps d'avoir un accord commercial. Est-ce qu'on peut On enlève s'entendre les qu'on 25 puis les on 50 enlève les à 25? la limite, on ramène tout ça à 10 temporairement. La Grande-Bretagne, ça a été ça, là. Ben, c'est pas mal ça. Alors, est-ce que Mark Carney, on a l'impression qu'il veut annoncer quelque chose avant le Ben, G7, qu'il veut conclure qu'il y a quelque chose avant le G7? Parce que la différence avec ces tarifs-là, c'est que c'est toute la planète qui est taxée à 50% pour l'acier et l'aluminium, là. C'est pas juste le Canada. Alors, comment faire en sorte que le Canada devienne une exception à cette règle que Donald Trump veut imposer? J'ai l'impression qu'ils vont vouloir prendre la chaleur pendant quelques jours, ou plus tard une semaine. Mark Carney a dit qu'il n'allait pas être ben patient, il allait être patient, mais pas trop. Est-ce que c'est le G7 qui est visé comme hmm. date ultime? Tu sais, ça serait mais, aussi bizarre si on annonce des contre-tarifs 2 jours avant de recevoir Donald Trump en Alberta, là, tu sais. mais moi, hier, je le présentais en direct à LCN. Monsieur Carney, il rentrait à la réunion du cabinet. Fait que, il arrive dans le corridor. Là, on présente les extraits au public en direct. Puis là, moi, j'ai pas d'avance sur le monde. Là, je l'entends en même temps que tout le monde et je réagis à chaud. Mais moi, mon premier réflexe en écoutant ses choix de mots, son attitude, j'avais l'impression... Il avait l'air d'un gars pas si inquiet. Puis il avait l'air d'un gars qui est pas si loin d'une entente. Tu sais, il a dit on se donne Oui. du temps, mais un peu de temps. Tu sais, là, on interprète qu'est-ce qu'il veut dire par là, ou est-ce qu'il espère une entente, est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il est proche. Mais moi, je trouvais que l'ensemble de son langage, là, verbal et non verbal, il avait l'air de quelqu'un qui est peut-être plus proche d'une entente que ce qu'on sait. Là. C'était mon feeling. C'est exactement Puis, la puis même une entente, excuse-moi, mais une entente, on se comprend, là, comme tu viens de la décrire, pas une entente un complète sur cadre. un Non, non. cadre, là, mais au moins un cadre où tu dis, OK, dans l'intervalle, pendant qu'on fait la vraie négo, on n'a plus de tarif de 50%, tout ça saute, là. Non, c'est ça, c'est se donner finalement un cadre de négociation et entre-temps, on fait quoi avec ces tarifs-là plutôt que de les subir du jour au jour selon l'humeur du président. Mais maintenant que ça c'est dit, ça révèle aussi beaucoup de ce qu'on va devoir nous apprendre à gérer avec Mark Carney. C'est pas un gars qui négocie sur la place publique. C'est pas un gars qui va dire tout ce qui se passe en coulisses. C'est pas quelqu'un que dès qu'il va raccrocher avec Donald Trump ou avec un officiel américain, il va venir faire un point de presse pour nous dire qu'est-ce qui s'est dit. Ça, il va falloir s'habituer à l'usure. On a déjà eu le premier épisode après la discussion avec Trump où il nous avait pas dit qu'il avait réitéré la volonté d'annexion. Là, maintenant, on sent tous qu'il y a une négociation en coulisses avec le G7 comme date ultime, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Il n'y avait pas de négociation annoncée, il n'y a pas d'ouverture annoncée, là, tu sais.
Fait qu'on va devoir commencer à essayer de deviner à demi-mot ce que Mark Carney et son gouvernement nous dit. Je pense que c'est une des stratégies qu'il essaie d'adopter. Puis je pense que on gagnerait peut-être à essayer cette stratégie parce que celle de faire des dollars pour dollars, ça a juste fait mal au portefeuille des Canadiens parce que rappelons-le, les contre-tarifs, C'est c'est nous nous qui qui les les payons. payons. Oui, exactement. Bon, bilan de session. Hier, tu nous parlais de Québec solidaire. Aujourd'hui, tu veux nous faire le bilan du Parti québécois. Une belle session pour le Parti québécois, faut le dire, avec déjà la victoire de Terrebonne a donné tout un momentum au Parti québécois. L'arrivée d'une première députée femme au sein d'un caucus qui Mhm. était exclusivement masculin, ça leur a donné un momentum. Il y a eu des moments importants. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à pousser ce dossier-là à l'avant-scène, à l'avant-plan, à la période de questions à chaque opportunité de visibilité et finalement a réussi à avoir un recul de la part du gouvernement pour accélérer ces travaux-là. Donc ça, c'est un gain que l'on peut donner directement au Parti québécois. Là où ça a moins bien été, c'est toute la chicane avec le Bloc, là. Sortir le lendemain de l'élection fédérale pour faire la morale au Bloc, là. Je pense pas que ça a été la meilleure stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon et du PQ. Les déchirements aussi pré-Terrebonne, là, rappelons-nous, lorsque le Bloc et le PQ se chicanaient là, sur les militants, qui a envoyé une Mhm. circulaire à qui pour demander aux militants et aux employés de donner un coup de main à la campagne électorale. Fait que il y a plus de guerre intestine là, et puis de guerre Mais, finalement entre le ouais. PQ et le Bloc que vers l'extérieur là. Ben moi, t'amènes ça, tu sais, le PQ va bien. Paul Oui, Saint-Pierre très Plamondon, en bien. termes de popularité personnelle, va très bien. Mais l'option va pas si bien. Puis elle va pas mieux là, avec les menaces de Trump. À mon avis, les gens sont moins souverainistes même qu'avant. Là, mais mettons que l'option est dans le 30, dans la fourchette du 30-33 %. Si pour faire un référendum gagnant, moi dans ma tête, ça prend 55, t'es loin, là. Loin comme loin, 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 loin. Et est-ce que tu as les moyens? Mon point, c'est est-ce que tu as les moyens de te chicaner entre le PQ puis le Bloc? C'est ça. J'ai en tête une lettre ouverte qui a été écrite, je pense, dans la presse de Mme Gentilcorps à Régis Labaume. Oui. Régis Labaume ramassait de l'argent pour M. Parizeau, M. Bouchard pour le référendum de 1995. C'est un pionnier du mouvement souverainiste qui est devenu maire de Québec après, puis s'est moins occupé de ça. Mais puis là, il n'est pas nécessairement d'accord avec la stratégie de s'enfermer dans un agenda. Mais là, il te le plante là, comme un ennemi. Je veux dire, comme on n'a jamais planté un fédéraliste. Tu dis, OK, avec là, moi, si j'étais au PQ, je m'inquiéterais de dire qu'on est à 32 mettons, ou 33 pour la souveraineté. Il faudra aller en chercher 25 de plus. Mais là, on fait des soustractions. Là. Ceux qui Ouais. pensent de même, tu dis, OK, faut que tu fasses des additions immenses. Puis là, pour tout de suite, tu fais des soustractions. T'envoies du monde, on veut plus de toi. Là. Toi, la bombe, t'es un vieux. On veut pas ça. Va-t'en chez vous, du votre nom, là. On veut Mais plus là, il des gars rassemble comme des ça. solidaires, là. Là, il rassemble des solidaires, Mario. Ouais, là, il rassemble peut-être Nadia des gens de Poiré. Québec solidaire, ouais. Mais en tout cas, je sais Mais pas. il y a un élément très important que le PQ doit prendre comme leçon. Pierre Poilievre. Trôné dans les sondages, ça allait bien pour lui pendant 2 ans de temps. Arrive une campagne électorale et il y a des Ça éléments change qu'on peut vite. pas gérer et ça change vite. Et il faut être prêt à changer avec le changement, à pivoter avec le changement, parce que ce tapis de soutien peut vite être enlevé en dessous de nos pieds. Là, me semble que la leçon est très fraîche. Elle devrait le demeurer dans la tête de bien des péquistes s'ils veulent aspirer au pouvoir en 2026. Yasmine, merci beaucoup. Bye Bonne bye. journée.